Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la deuxième loi de Newton qu'on a vue il y a déjà pas mal de temps, qui se trouve donc à la page 11 de votre cours, mais je ne vais pas revenir sur toute la théorie de la deuxième loi de Newton, qui finalement s'exprime de cette manière-là. Somme des forces qui agissent sur un objet est égale à la masse de l'objet fois l'accélération qu'il subit. Je vous rappelle que cette loi est une relation de cause à effet, où les causes sont les forces que subissent un objet et l'effet, c'est l'accélération. Ce que j'aimerais voir avec vous ici, ce sont les exemples. Exemples qui se trouvent à la page 13. Ici, là, il y en a un à la page 13, et puis ça s'étend jusqu'à la page 15, je crois bien, voire peut-être même 16. Donc, il y a un deuxième exemple à la page 14 et un troisième qui commence aussi à la page 14 et qui finit effectivement à la page 15. Donc, j'aimerais revenir là-dessus, enfin, pas revenir, mais voir ça avec vous tout de suite. Alors, la deuxième loi de Newton, qui s'appelle donc aussi le principe fondamental de la dynamique, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines de ça, et ce qu'il faut retenir, c'est effectivement sa forme généralisée, c'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, somme des forces qui agissent sur un objet, ce qui représente les causes, égale la masse de l'objet fois l'accélération qui est en fait l'effet de ces forces. Alors, le premier exemple que je propose de traiter est le suivant. Vous avez donc un bloc de masse M ici qui est posé sur un sol horizontal. Et on considère que ce sol est sans frottement. Et donc ça peut être par exemple un puck de hockey, mettons sur une patinoire. Une patinoire, on peut considérer qu'il n'y a pas de frottement. Il subit une force extérieure horizontale. Alors cette force extérieure, elle est représentée ici, je l'ai appelée F. Elle est donc dirigée horizontalement vers la droite ici. Il y a d'autres forces qui agissent évidemment sur ce bloc. Il y a son poids, qui est donc, comme toujours, vertical vers le bas. Et puis, il y a une force de soutien exercée de la part du sol, qui, elle, est perpendiculaire au sol. Donc, comme le sol est horizontal, eh bien, cette force de soutien, elle est du coup verticale. Et donc là, on considère, encore une fois, qu'il n'y a pas de frottement. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire de force de frottement. On aura donc, d'après la deuxième loi de Newton, somme des forces, il y en a trois, donc P plus S plus F, égale la masse fois l'accélération. Alors, l'accélération, comment la représenter? Eh bien, cette accélération, elle ne peut pas être vers le haut, puisque si elle était vers le haut, ça voudrait dire que le bloc aurait tendance à décoller. Donc, pour cela, il faudrait qu'il y ait une force qui le pousse vers le haut. Ce n'est pas le cas. Elle ne peut pas non plus être vers le bas, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que le POC s'enfonce dans le sol. Enfin, je parle du POC, mais c'est le bloc, en fait. Donc, étant donné que le bloc se déplace horizontalement, il va subir une force qui est horizontale. Il va subir une accélération, pardon, qui est horizontale, que j'ai donc dessinée ici en bleu. Donc, on a cette relation, d'après la deuxième loi de Newton, P plus S plus F égale M1. Alors, on peut raisonner de deux manières différentes. Premier raisonnement, c'est de se dire, comme finalement le poids et le soutien agissent tous les deux de manière verticale et que la force F, elle est horizontale, tout comme l'accélération, on peut penser a priori que ces deux forces vont se compenser. Donc, elles se compensent. Si elles se compensent, ça veut dire que P plus S égale 0. Donc finalement, qu'est-ce qui reste dans cette histoire? Il resterait F, cette force avec laquelle on pousse en quelque sorte le bloc, égale ma, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette force qui a une influence sur le mouvement. Alors, ça c'est une manière de penser qui est tout à fait correcte en l'occurrence ici, mais nous avons vu d'autres méthodes. Et donc, mon idée ici, c'est d'appliquer ces autres méthodes de calcul, en fait, à cette situation. Donc ici, comme on n'a que des forces qui sont, et même l'accélération, que des vecteurs, disons, qui sont soit horizontaux,
soit verticaux, je choisis un système d'axes horizontal, vertical, que j'appelle donc X pour l'axe horizontal, Y pour l'axe vertical. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe selon l'axe X. Alors, en ce qui concerne le poids est une force qui est verticale. Donc, la composante selon X, c'est 0, puisque X est horizontal. Idem pour le soutien. Le soutien est une force verticale, donc sa composante selon X, c'est 0. Par contre, la force F, c'est une force horizontale. C'est dans la donnée. Donc, comme elle est horizontale, sa composante selon X, c'est la norme de cette force, c'est-à-dire F, sans le petit vecteur. Et ça doit être égal à M fois l'accélération. Et l'accélération, elle aussi, on a dit tout à l'heure qu'elle est horizontale. Donc, l'accélération qui est ici, c'est une accélération horizontale, et en plus, elle est dirigée dans le même sens que X, c'est-à-dire vers la droite. Donc, du coup, sa composante, c'est A. Donc, ça fait égal MA. Si on nettoie tout ça, on enlève les zéros, on obtient F égale M fois A. Ça veut dire qu'il n'y a que cette force F qui a une influence sur cette accélération. Regardons maintenant ce qui se passe selon Y. Alors, selon Y, qui est donc l'axe vertical, eh bien, si je reprends mes forces les unes après les autres, on a le poids qui est vertical. Donc, il a une composante selon Y. Mais le poids, il est dirigé vers le bas. Et Y est vers le haut. Donc, la composante du poids, c'est moins P. C'est-à-dire la norme complète du vecteur, P, mais en négatif puisqu'elle est dirigée vers le bas. En ce qui concerne le soutien est dirigé vers le haut, comme Y. Donc, sa composante, ce sera S. En ce qui concerne la force F, c'est une force horizontale, donc la composante selon Y verticale est nulle. Et puis, ça va être égal à M fois la composante de l'accélération selon l'axe vertical Y. En fait, cette accélération, elle n'a pas de composante verticale, puisqu'elle est horizontale. Donc, c'est M fois 0. M fois 0, ça fait 0. Alors, là encore, si on nettoie un petit peu cette équation, eh bien, on trouve, si on enlève les zéros, on trouve moins P plus S égale 0. Donc, si on écrit moins P plus S égale 0, si on fait plus P à gauche et à droite, le P, en fait, il passe de l'autre côté et on trouve S égale P. C'est ce qui est écrit ici. P est facile à calculer, puisque P c'est mg, donc il suffit de faire m fois g. Maintenant, si on connaît la masse du bloc, eh bien, on peut connaître la force S et la force P, les deux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut peut-être dire de plus? Eh bien, ce qu'on peut dire de plus, c'est que si on connaît la force F, alors on peut calculer l'accélération, ou l'inverse, si on connaît l'accélération, alors on peut calculer la force F. Je vais quand même, par acquis de conscience, écrire les différents vecteurs force. Je vais écrire ça en rouge, c'est pas terrible, je vais écrire ça en jaune. Donc, le poids, sa composante selon X, on a dit que c'était 0. Et puis, sa composante selon Y, c'est moins P. Le soutien a une composante selon X qui est nulle, et selon Y, c'est plus S. La force F, elle est complètement sur l'axe X, donc selon X, c'est F, et selon Y, c'est 0. Vous voyez ici, F est 0. Et puis finalement, l'accélération, eh bien, c'est l'accélération A selon X est 0 sur Y, le A ici, puis le 0 ici. Donc ça, c'est un exemple simple, puisqu'on n'a que des vecteurs qui sont horizontaux ou verticaux. Et voilà comment on décompose les choses selon les différents axes, axe X, axe Y. Encore une fois, c'est la même méthode que pour la statique. La seule chose qui change ici, c'est qu'on considère en plus le vecteur accélération, qui dans la statique était nul en fait. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Mais pour tout ce qui est des forces, c'est exactement le même principe. Deuxième exemple, page suivante.
vous avez cette fois un objet de masse m qui est en chute libre. Alors, je ne sais pas si vous savez, vous rappelez ce que ça veut dire, ce que c'est que la chute libre. C'est-à-dire que c'est un objet qui est soumis à l'attraction de la pesanteur, à la gravitation terrestre, et seulement à ça. C'est-à-dire qu'il ne subit aucune force de frottement. Donc, en réalité, il y a toujours des forces de frottement, mais là, il y a quand même des cas où ces forces de frottement sont négligeables. Donc, si on peut les négliger, alors dans ce cas-là, on parle de chute libre. Alors, ici, si on est dans la chute libre, donc on néglige toutes les forces de frottement, et du coup, la seule force présente est la force de pesanteur, c'est-à-dire le poids dirigé verticalement vers le bas. Et comme vous le savez, quand vous laissez tomber un objet, eh bien cet objet tombe de manière verticale vers le bas. Donc, il subit une accélération qui est dirigée vers le bas. Si on écrit maintenant la deuxième loi de Newton, eh bien, on retrouve somme des forces, ben, il n'y en a qu'une, c'est-à-dire le poids, P, égale la masse fois l'accélération A. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je projette tout ça selon un axe vertical que je choisis vers le bas. Pourquoi? Parce que mes deux vecteurs P et A sont tous les deux verticaux et dirigés vers le bas. Donc, je choisis l'axe Y vertical dirigé vers le bas aussi. Et du coup, quand je projette ces forces selon Y, quelle est la composante de P? Ben, le poids, selon X, il n'a pas de composante, puisque c'est une force verticale. Et selon Y, qui est vers le bas, étant donné que P est aussi vers le bas, ben, ça me donne P. En ce qui concerne l'accélération, c'est une accélération, elle aussi, qui est verticale vers le bas, comme Y. Donc, selon X, c'est 0, et selon Y, c'est A. Alors maintenant, quand on applique ça dans la deuxième loi de Newton, si on écrit les choses selon X, on obtiendra 0 égale 0, ce n'est pas intéressant. Hein. Vous voyez ici, 0 égale m fois 0, donc ce n'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'équation sur Y, où on aura P, pour le poids, est égal à m fois A, pour l'accélération. Donc on aura P égale m fois A. Mais maintenant, P, on sait l'écrire, c'est mg. Donc, on se retrouve avec une équation qui dit que mg égale ma. Alors, là-dedans, bien entendu, on peut diviser par m, simplifier par m, et donc, on trouve en définitive que a égale g. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, la force de pesanteur P égale m fois g, eh bien, c'est en réalité un cas particulier de la deuxième loi de Newton, où on a considéré que l'effet de la force de pesanteur, eh bien, c'est l'accélération d'un corps en chute libre. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur, équivaut 9,81 mètres par seconde au carré sur Terre. Donc, l'accélération qui vaut 9, si vous voulez, cette formule P égale m fois g, en fait, c'est P égale ma avec A égale g. Donc, c'est un cas particulier de la deuxième loi de Newton. Dernier exemple que je présente, l'exemple 3, plus complexe. Alors, cet exemple 3, il ressemble beaucoup en termes de technique de décomposition des forces selon des axes, à ce qu'on a pu faire il y a un moment déjà, c'était sur l'exemple qui concernait la statique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la statique, on avait vu un exemple avec un bloc qui était posé, immobile, sur un plan incliné. Et puis, donc, on avait représenté les forces. C'est comme ça que j'avais introduit la technique de décomposition des forces selon un axe X, un axe Y, etc. Donc, on va faire quelque chose de très, très similaire ici avec un chariot, cette fois, qui a une masse M. Donc, la différence, c'est qu'il a des roulettes. Donc, du coup, il peut descendre. Il ne va pas rester immobile. Et il se déplace sur un plan incliné, sans frottement. Donc, on considère qu'il n'y a pas de frottement. Alors, du coup, quelles sont les forces en présence? Il y a bien entendu le poids de l'objet, et puis il y a la force de soutien qui est exercée de manière perpendiculaire à la surface qui est donc inclinée d'un certain angle alpha, donc la force de soutien, elle est perpendiculaire à cet angle.
Pardon, là je voulais faire un perpendiculaire et je me suis un peu loupé. Donc on a ces deux forces, le poids et le soutien. Ici, poids et force de soutien. Donc d'après la deuxième loi de Newton, eh bien, la somme des forces, P plus S, ça doit être égal à M1. Alors, comment se comporte un tel chariot? Si vous laissez descendre un chariot le long d'un plan incliné, eh bien, le chariot, il ne va pas décoller. Il ne va pas s'enfoncer dans le sol. Donc, ça veut dire que son accélération, elle est forcément parallèle au plan incliné. Je me suis un petit peu loupé là aussi, donc je recommence. Cette accélération, elle est parallèle au plan incliné. Voilà. En réalité, donc, on va avoir cette deuxième loi de Newton, P plus S égale M1. En fait, si on regarde un petit peu P plus S, eh bien, ça nous donne, P plus S, c'est la résultante. Et donc, cette résultante, elle doit être comment ici? Eh bien, elle doit être parallèle à l'accélération, dans la même direction. Comme l'accélération, elle est le long du plan incliné, eh bien, du coup, la résultante, elle doit être dirigée le long du plan incliné. Et vous voyez qu'ici, dans le schéma, j'ai reconstitué le fameux losange qu'on fait d'habitude. Hein. Donc là, je peux rajouter S, ou là, je peux rajouter P. Hein. En d'autres termes, je peux faire P plus S, ou S plus P. Et donc, dans tous les cas, j'obtiens un vecteur résultante que je vais dessiner en jaune, qui est comme ceci. Donc, la résultante des forces, c'est bel et bien un vecteur qui est parallèle au plan incliné, dirigé donc le long du plan incliné vers le bas. Et donc, cette résultante, elle doit être égale à m fois a, donc elle est parallèle à a. Et comme on le voit sur le schéma, le vecteur jaune qui est la résultante et le vecteur a qui est l'accélération sont parallèles, dans la même direction et dans le même sens. Alors, l'idée maintenant, c'est d'essayer de calculer que vaut cette accélération. C'est ça la question. Comment déterminer l'accélération si on connaît, par exemple, le poids de l'objet, ou plutôt la masse m, et aussi, je n'ai pas précisé, hein, l'angle alpha. Donc, imaginons qu'on connaisse la masse et l'angle. Maintenant, déterminons l'accélération. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un système d'axes. Le conseil que je vous avais donné pour la statique, il est toujours valable. Le conseil était le suivant. Vous avez donc des forces ici, je les refais, le poids qui est vertical vers le bas, la force de soutien qui est perpendiculaire au plan incliné et l'accélération qui est parallèle au plan incliné. Le conseil que j'avais donné, c'est si vous avez des forces qui sont perpendiculaires entre elles, vous avez intérêt à choisir des axes qui vont dans la direction de ces forces. J'ajoute à ça, puisque la deuxième loi de Newton, dedans, il n'y a pas que des forces, mais il y a aussi l'accélération. Je dirais maintenant, le conseil est toujours le même, sauf qu'à ça, il faut rajouter l'accélération. Si vous avez des forces ou l'accélération, donc des vecteurs, tous les vecteurs qui apparaissent dans la deuxième loi de Newton, si vous avez plusieurs vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, alors vous avez intérêt à choisir les axes dans ces directions. Et là, c'est le cas, parce qu'en fait, le soutien est perpendiculaire au plan incliné et l'accélération est parallèle au plan incliné. Donc, ces deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Le poids, il n'est ni perpendiculaire avec l'une ni avec l'autre. Donc, le poids, c'est une force à part ici, mais en tout cas, l'accélération et le soutien sont deux forces qui sont perpendiculaires, enfin deux vecteurs, pardon, qui sont perpendiculaires entre eux. Donc, je vais choisir ici un vecteur, un axe, pardon, qui est le long du plan incliné, c'est-à-dire parallèle à A, je vais l'appeler X, et puis un autre axe qui est perpendiculaire au plan incliné, que je vais appeler Y. Et donc celui-ci, d'axe Y, il est parallèle à S. Donc maintenant, si on veut calculer les composantes de S, eh bien, S est un vecteur qui est perpendiculaire à X. Donc sa composante selon X, c'est 0. Par contre, il est parallèle à Y et dans le même sens que Y,
Donc, sa composante selon y, c'est s. En ce qui concerne l'accélération maintenant, l'accélération, elle est parallèle à l'axe x et dans le même sens, c'est-à-dire vers le bas du plan incliné. Donc, sa composante selon x, c'est a. Par contre, selon y, qui est perpendiculaire au plan incliné, la composante de a, c'est 0, puisque a est perpendiculaire à y. Donc, 0 ici. Alors, ça, c'est déjà deux choses qu'on peut écrire. Si vous vous souvenez la méthode que j'avais appliquée en ce qui concernait l'exemple de la statique, eh bien, j'ai fait ça à la page suivante. J'ai fait un petit tableau dans lequel on retrouve ce que j'ai dit pour S ici, 0S. Vous avez ici les composantes selon l'axe X et selon l'axe Y. Et puis, pour l'accélération, c'est A0. Et on retrouve A0 ici. Donc ça, c'est le tableau que j'avais fait dans la théorie de la statique. Donc, c'est un peu le même principe. Idem que pour la statique. Alors, bien entendu, ce qui reste à faire maintenant, c'est le poids. Le poids, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le truc difficile de cette partie. Donc, je vais tout effacer ces trucs-là et puis je vais revenir donc à mon schéma de la page d'avant. Voilà. Alors, le poids, le problème avec le poids, c'est qu'il est ni parallèle à x, ni parallèle à y. Il y a un angle dans cette histoire. Alors, l'angle, le poids, c'est un vecteur qui est vertical. Donc, là, vous connaissez l'angle alpha du plan incliné par rapport à l'horizontale. Il y a un angle alpha. Là, il y a un angle droit, puisque P est vertical et que ça, c'est l'horizontale. Donc ici, on aura comme angle 90 moins alpha. Je rappelle que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Comme il y a déjà 90 degrés là en bas, ça veut dire que la somme des deux autres angles fait 90. Donc s'il y en a un qui fait alpha, l'autre fait 90 moins alpha. Et maintenant, si vous regardez, donc, si vous prolongez ça ici, le plan incliné là, si vous avez 90 moins alpha ici, là, tout là, il y a 90 degrés. Ça, c'est 90 degrés. Donc, le petit angle qui reste ici, c'est 90 moins 90 moins alpha. Donc, ce qui reste, c'est alpha ici. Donc, on a un angle alpha ici. On avait déjà donc étudié cette situation dans le cadre justement de la statique. Voilà. Alors, maintenant qu'on a déterminé qu'on a un angle alpha à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous partez avec le bout du vecteur P, ici, et maintenant, ce que vous voulez, c'est la composante parallèle à X. Donc, vous partez perpendiculairement, je vais faire ça proprement ici, depuis le bout de P, perpendiculairement sur l'axe X, ici. Et donc, cette composante qui part depuis le début de P et qui arrive ici, ça, ce que j'ai dessiné en rose, c'est la composante du poids qui est parallèle à l'axe X. Donc, c'est Px. Si vous écrivez le poids comme étant égal à Px, Py, la composante de P selon X et selon Y, cette partie-là, c'est Px. Alors, maintenant, comment faire pour la partie selon Y? De manière identique. Vous partez du début, de la pointe du poids et vous allez perpendiculairement sur l'axe Y. Ici, perpendiculairement. Et donc, la composante selon Y du poids, c'est le côté qui part du début de P et qui arrive justement à ce point qu'on vient de construire. Donc, ce que j'ai dessiné maintenant en rose ici, ça, c'est la composante du poids qui est parallèle à Y. Donc, c'est PY. C'est ce PY que vous trouvez là-dedans. Alors, ça va être... Maintenant qu'on a déterminé ça, il s'agit donc de déterminer ces grandeurs Px et Py.
C'est ça qu'il faut faire. Alors, commençons par Px. Px, ce côté-là, c'est le même que ce côté-là. Et ce côté-là, par rapport à l'angle alpha, c'est le côté opposé. Donc là-dedans, vous pouvez écrire que si c'est l'opposé, on peut dire que le sinus de l'angle alpha, hein, je vous rappelle que c'est sin op hip. Donc, quel est l'opposé ici? L'opposé, c'est ce côté-là, c'est-à-dire Px. Et puis l'hypoténuse, ben, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, c'est la longueur du vecteur P. Donc, c'est Px sur P. Alors, si vous voulez Px, ben, il suffit de faire fois P, hein, ici, et vous trouvez donc que Px égale P fois sinus alpha. Alors, ça, on va l'écrire, je vais effacer ça, pour avoir un petit peu de place. Voilà, ici. Donc, Px, c'est P fois sinus alpha. P fois sinus alpha. Voilà. Enfin, je vais encore économiser un petit peu de place. Je vais le mettre ici, en fait. J'efface et j'écris P fois sinus alpha à la place de Px. Voilà. Alors, une dernière chose par rapport à Px, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Eh bien, quand vous regardez le schéma, le vecteur P, donc là, c'est pas mal gribouillé, hein, cette histoire. Le vecteur P, c'est un vecteur, si je le fais en rouge, hein, encore une fois, qui part de ce point-là et qui finit là. Donc, selon x, parallèlement à x, il part de ce point-là et il finit ici. Donc, le vecteur Px, qui n'est pas vraiment un vecteur, hein, c'est la composante x, elle va dans ce sens, c'est-à-dire elle va dans le même sens que x. Donc, comme elle va dans le même sens que x, il faut mettre un plus. Ou rien. Hein. Rien, ça va très bien. Donc, on va mettre un plus ici. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le même boulot, mais par rapport à y. Alors, par rapport à y, eh bien, il y a pas mal de chenilles hein, ici. Hop, voilà. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, je vous rappelle que ici, là, il y a quand même un angle droit, ça c'est important, là, ici. Donc maintenant, on veut la partie y. Donc la partie y, c'est cette longueur de vecteur ici, que je vais dessiner donc en rose, hein, c'est tout ça, hein, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle alpha. Ça, c'est l'adjacent. Qu'est-ce qui fait intervenir l'adjacent? C'est le cosinus. Le cosinus de l'angle alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et l'adjacent, c'est donc PY. Donc on écrit PY et l'hypoténuse, c'est P. C'est la longueur du vecteur. Donc on a cos alpha égale PY sur P. Donc en faisant fois P, on en déduit que PY égale P fois cos alpha. Donc là, on a donné une expression pour PY qui est donc P fois cos alpha. Donc ici, je vais le remplacer. PY, c'est P fois cos de l'angle alpha. Vous voyez que dans les deux composantes, il y en a une, c'est le sinus, une, c'est le cosinus. C'est toujours comme ça. Il y en a toujours une qui est le sinus, l'autre qui est le cosinus. Quand vous en avez déterminé une, l'autre, c'est forcément... Vous ne pouvez pas avoir deux fois le cosinus ou deux fois le sinus. Alors, il reste une dernière chose à faire là-dedans. C'est déterminer si c'est positif ou négatif. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, on voit que le vecteur P, il commence, je l'ai déjà fait, hein, on le voit encore ici, il commence ici et il finit là. Donc, parallèlement à Y, il commence là et il finit là. Donc, il va vers le bas. Mais Y va vers le haut. Donc, cette composante PY qu'on vient de calculer, elle est négative par rapport à l'axe Y. C'est pour ça qu'il faut rajouter un moins là-dedans.
Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, pour PY, là, c'était le boulot le plus dur, hein, bien sûr. Donc, on a trouvé les composantes facilement pour les deux vecteurs S et A, hein, puisqu'ils sont parallèles, l'un à X, l'autre à Y. Par contre, pour P, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu faire appel à la trigonométrie. Alors, tout ça, je mets dans un tableau qui est ici. Donc, en ce qui concerne S et P, S et A, pardon, on l'a déjà fait. Et maintenant, vous retrouvez hein, ici P sinus alpha positif selon X et puis moins P cos alpha selon Y. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, tout ce qui est parallèle à l'axe X, on va mettre ensemble, puis on va faire une équation. Alors, ce qui est parallèle à l'axe X, c'est tout ce qu'il y a là. Je vous rappelle que la formule, ce n'est pas une formule, c'est la deuxième loi de Newton, c'est P plus S égale MA. Donc maintenant, si je prends P, je dois prendre P sinus alpha, P sinus alpha, ça c'est sur X. Hein. Si je prends S, S ici, sa composante c'est 0, donc plus 0. Et puis donc tout ça, c'est égal à M fois A, et la composante selon A, la composante, pardon, selon X de A, c'est A. On le voit ici en bleu. Donc, MA. Ça, c'est l'équation sur X. Alors, de là, on peut, en utilisant le fait que P égale M fois G, on l'insère là-dedans et on trouve donc que mg sinus alpha, le 0, je le vire, égale MA. Donc, ça, c'est une première équation intéressante. L'autre équation intéressante qu'on peut obtenir, eh bien, c'est celle qui concerne Y, qui est là en bas, sur Y. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Y? On va additionner toutes ces composantes, en fait. Enfin, on va les utiliser. En ce qui concerne le poids, c'est moins P cos alpha qu'on retrouve ici, moins P cos alpha. En ce qui concerne le soutien, la composante du soutien selon Y, c'est S, donc on fait plus S. Et ça doit être égal à M fois la composante de A. Mais la composante de l'accélération, c'est 0 selon Y. Donc, M fois 0, ça donne 0. Donc ici, on peut, en utilisant encore une fois le fait que P égale M fois G, à la place ici, eh bien, on peut obtenir donc déjà que S égale P cos alpha, et comme P égale M fois G, eh bien, ça donne S égale Mg cos alpha. Alors, vous voyez qu'ici, on a obtenu deux équations intéressantes. La première, sur laquelle je vais faire une remarque, c'est finalement la deuxième, c'est S égale Mg cos alpha. Vous voyez que pour une fois, S n'est pas égal à Mg. On avait ça d'habitude, S égale Mg. Ben là, ce n'est pas le cas, S égale Mg cos alpha. Donc, ça veut dire que S ne compense pas le poids. Comme il n'y a que ces deux forces, si S compensait le poids, ben ça ferait somme des forces égale 0, donc l'objet ne bougerait pas. Or, il bouge. Donc, c'est parce que justement, il ne compense pas. Et ça se voit direct hein, sur le schéma. Les deux ne peuvent pas se compenser, étant donné qu'elles n'ont pas les mêmes directions. S est comme ça, et puis le poids est dans ce sens-là. Donc, les deux ne peuvent pas se compenser. Elles ne sont pas dans la même direction. Première remarque. Deuxième remarque, plus intéressante, c'est que grâce à l'équation sur X, que vous voyez ici, on va pouvoir déterminer l'accélération. Parce qu'en fait, ici, vous avez M qui apparaît des deux côtés. Donc, on peut diviser par M, c'est-à-dire on peut le simplifier. Et donc, vous obtenez, ce qui reste, c'est G sinus alpha d'un côté et puis A. C'est-à-dire A égale G sinus alpha. C'est ce que j'ai écrit à la page suivante. A égale G fois sinus alpha. Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est que le chariot, il descend le plan incliné, qui est incliné d'un certain angle alpha, en subissant une accélération qui est donnée par cette formule A égale G fois sinus alpha. Donc, en fait, c'est G multiplié par un facteur qui est le sinus. Comme vous le savez, le sinus, c'est toujours compris entre 0 et 1. En fait, c'est même compris entre moins 1 et 1. Mais ici, comme l'angle, on imagine bien, il ne peut pas être plus grand que 90 degrés, eh bien,
ce sinus de alpha, il est compris entre 0 et 1. Donc, il va en quelque sorte atténuer l'accélération de la pesanteur. Et donc, on aura quelque chose qui est un peu moins élevé que l'accélération de la pesanteur. Cette technique-là, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de la cinématique, je vous ai montré des vidéos, hein, quand on allait encore au gymnase, où il y avait Galilée qui avait utilisé la méthode dite des plans inclinés pour faire des mesures de MRUA, en fait, et de chute libre. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un objet et puis de le laisser tomber, et qui tombait en un temps très très court, il avait mis cet objet sur un plan incliné. Il s'est dit, bah, finalement, la verticale, c'est un plan incliné de 90 degrés, en fait. Donc, les choses devraient se passer plus ou moins de la même manière, les phénomènes devraient être identiques, mais en plus lent, en quelque sorte. C'était ça son raisonnement. Eh bien, son raisonnement, d'après ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est exactement ça, puisque l'accélération, c'est g fois sinus alpha. Alors maintenant, si l'angle est 0, c'est quoi un angle de 0? Ben, d'après ce que vous avez ici, si l'angle alpha est nul, ça veut dire que le sol est horizontal. Donc, si le sol est horizontal, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous le savez très bien, le chariot il ne va pas bouger. Et ça se voit en fait. Pourquoi? Parce que si vous mettez alpha égale 0 là-dedans, il se trouve que sinus de 0, ça fait 0. Donc vous faites A égale G fois 0, ça fait 0. Donc, ça veut dire que si le sol est horizontal, il n'y aura pas d'accélération. Et donc, s'il n'y a pas d'accélération, ben, le chariot ne va pas bouger. Si vous le lâchez, s'il n'y a pas d'accélération, il va rester immobile. Et puis, si maintenant on prend le cas extrême, c'est-à-dire le sol est vertical. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose un sol vertical, hein, mais donc on imagine que vous avez l'angle alpha comme ça, et donc on monte le plan incliné jusqu'à la verticale. Ça veut dire qu'on a la verticale comme ça avec le chariot ici. Donc là, il y a un angle de 90 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le chariot? Vous le savez, il va tomber en fait. Il va tomber, donc s'il tombe, normalement, il devrait subir l'accélération de la pesanteur. Eh bien ça se démontre grâce à cette formule, parce que si l'angle est de 90 degrés, c'est-à-dire le plan il est incliné à la verticale, eh bien le sinus de 90, il se trouve que ça fait 1. Donc si vous faites 1 fois G, ben, ça fait G. Et comme G vaut 9,81, du coup l'accélération pour un plan incliné à 90 degrés, c'est l'accélération de la pesanteur, donc c'est rien d'autre que de la chute libre. Et ça, c'était l'idée de Galilée, pour en revenir toujours à Galilée. Alors, bon, vous voyez que, en fait, grâce à cette deuxième loi de Newton et avec la technique des axes, des projections des forces, hein, qui des fois peut être un peu laborieuse, mais disons, au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous allez vous familiariser avec cette méthode, eh bien, vous voyez qu'on peut faire des choses assez intéressantes, comme par exemple ici, calculer cette accélération. Petite remarque d'ailleurs, vous voyez que dans la formule de l'accélération, il n'y a plus la masse du chariot. C'est-à-dire que ce soit un chariot ou bien un tank, hein, en quelque sorte, pour autant que les frottements soient négligeables, on obtient toujours le même résultat, c'est-à-dire A égale G fois sinus alpha. Voilà pour ces exemples que je voulais vous présenter concernant donc la deuxième loi de Newton. Voilà, c'est terminé. Donc, je m'arrête là.